Donc, merci d'être là pour ce webinaire, les 4 clés pour devenir un manager durable dans le changement, manager, dirigeant, en tous les cas, toutes les personnes qui ont la responsabilité des autres. Le programme, en fait, l'idée, c'est de vous présenter les moyens de gagner en durabilité dans votre rôle de manager ou de dirigeant et de dirigeante, bien entendu. Le point de départ de ce webinaire, c'est évidemment, ça fait un moment que ça mûrit dans mon esprit suite au Covid, suite à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans les entreprises, les réorganisations qui sont en place tous les 2 ans dans les grands groupes, même dans les TPE, PME, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de changements qui sont mis en place. Et l'être humain, quelque part, adore le changement, mais n'est pas du tout outillé pour le faire. Donc, c'est générateur en général de stress, et je me suis dit, c'est quand même super intéressant d'avoir des moyens de durer le plus longtemps possible. En fait, c'est ça l'idée. Donc, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Le Gurlier, je dirige l'organisme de formation et de coaching Cap Résilience depuis maintenant 17 ans pratiquement. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du coaching et de la formation et je suis spécialisée dans tous les outils de changement. ProcessCom, Ennéagramme, programmation neurolinguistique, approche systémique, approche narrative et analyse transactionnelle. Voilà pour le petit CV. Donc la première clé, c'est d'avoir une relation forte. Alors évidemment, ceux qui ont vu quelques-uns de mes posts sur LinkedIn, ça veut dire quoi en fait, s'appuyer sur une relation forte? Comment on fait? Il faut encore dans la relation que tout le monde soit d'accord pour marcher dans cette combine d'être en relation et d'être dans une relation forte. Sauf qu'il y a quelques éléments que les managers et les dirigeants peuvent mettre en place et qui vont permettre d'avoir des relations fortes, mais il faut encore à nouveau que l'autre marche dans ma combine, mais surtout de rester le plus aligné et le plus confortable possible dans nos relations professionnelles. Donc la première idée, c'est de mettre en place de l'écoute à la place d'explication. En fait, quand on explique énormément, et je vais le revenir sur le 70-30, quand on explique énormément, on perd beaucoup d'énergie. Alors que quand on écoute, on garde beaucoup d'énergie. Et du coup, sur les 70% d'une relation, 70% du temps d'une relation, ça va être plus intéressant d'être dans l'écoute de ce que l'autre veut nous partager, de la problématique que l'autre vient nous donner, et à 30% de poser quelques questions ou de partager sur un truc et astuce qui lui permettra de redémarrer, quel que soit son niveau de compétence en fait. Donc c'est très important de se dire, je vais beaucoup plus écouter qu'exprimer un avis, une façon de faire. Il y a une jolie maxime qui dit, nous avons 2 oreilles et une seule bouche, et ça devrait nous interpeller quelque part. Écoutons 2 fois plus que nous ne parlons. Autre élément, c'est vraiment de tourner nos questions pour rendre notre interlocuteur plus compétent, plus intelligent. Ça va renforcer la relation parce qu'en fait, si je pose des questions pour lui démontrer qu'il n'est pas compétent et qu'il n'est pas au bon endroit ou qu'il n'est pas assez au fait de ce que j'attends de lui en tant que manager ou en tant que dirigeant, ça va m'épuiser moi-même. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de questionner pour valoriser mon interlocuteur et pour lui prouver quelque part que il est compétent et il est intelligent. Alors évidemment, on peut revenir sur l'idée de est-ce qu'on s'est trompé dans un recrutement ou pas, mais 90% du moment, du temps, on ne s'est pas trompé dans le recrutement. La personne qui a été recrutée à un poste a, allez, un bon nombre de compétences pour remplir son poste et elle a une intelligence. N'oublions pas que dans le modèle de Gardner, nous avons 8 intelligences. Ce serait bien le diable s'il n'en avait aucune. Donc, questionnons pour rendre notre interlocuteur plus compétent et plus intelligent. Donner du feedback positif. Et alors, beaucoup connaissent la notion de feedback. Le feedback est porté dans les entreprises. On a la notion de feedback sandwich qui est donné dans plein de formations dans les entreprises. Un compliment, un truc à améliorer, et on finit par un compliment. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire des feedbacks à un moment où finalement on les attend pas. Pas quand la personne fait quelque chose de bien. Plutôt, allez, en début de journée ou en début de réunion. Dire aux gens, je suis
contente d'être avec vous, je suis contente de faire partie de votre équipe, je suis contente d'être votre manager, je suis contente de diriger cette équipe, je suis contente de cette réunion, peu importe, mais en tous les cas, je vais faire du feedback, je vais dire ce qui est important pour moi, je vais valoriser les gens, je peux très bien dire en début de réunion, je tiens à rappeler que le projet qu'on a gagné il y a 3 semaines, un mois, j'y repensais hier soir et je trouve quand même qu'on s'est super bien débrouillé. Et personne ne nous attend à cet endroit-là. Personne n'attend le compliment. Et donc, ça va être d'autant plus intéressant parce que déjà, je vais remettre de la relation forte avec une équipe ou avec un collaborateur. Ça peut se faire aussi au début d'une réunion en bilatéral, de dire à la personne, écoute, je tenais quand même à te rappeler et à te dire que ce qui s'est passé la dernière fois, chapeau. Donc vraiment, faites des feedbacks positifs à des moments où on vous attend pas. Et ça va renforcer la relation. Recadrer de façon bienveillante mais efficace. Alors évidemment, sur ce pan-là, on pourrait en parler facilement 2 jours. Le recadrage, c'est quelque chose qui est très très intéressant et c'est une vraie méthode. Je pourrais vous l'expliquer sur une formation complète. La première idée, c'est je vais recadrer de façon bienveillante mais efficace. Ça veut dire je vais dire à l'autre que je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il raconte si c'est dévalorisant. Par exemple, ça c'est le premier recadrage que vous pouvez faire. On appelle ça en coaching du sponsoring. Par exemple, quelqu'un qui me dit je ne vais pas y arriver, moi je vais lui répondre je ne suis pas d'accord. Vous seriez bien le seul. Moi je pense que vous allez y arriver. Donc je peux faire des recadrages qui sont extrêmement contredisants, pardon pour le terme, qui contredisent ce que la personne vient de me dire, mais en fait c'est du sponsoring et ça va être extrêmement bienveillant et efficace puisque ça va alerter la personne en fait sur un avis complètement opposé aussi. Et ça aussi, ça va renforcer la relation. Donner le droit. Alors j'aime bien pour cet élément, peut-être vous pouvez prendre quelques instants dans vos rôles de manager, de dirigeant, à combien de pourcentage ou sur une échelle de 0 à 10, à combien vous évaluez votre capacité à donner le droit de ne pas être d'accord à vos collaborateurs, donner le droit de résister à vos collaborateurs, donner le droit de mal s'y prendre à vos collaborateurs, donner le droit à vos collaborateurs d'avoir peur, d'avoir pas envie, d'être énervés. Quel droit vous leur donnez d'être fondamentalement humains? Et il y a vraiment cette idée de ne pas partir du principe que sous prétexte que j'ai un collaborateur qui résiste pendant quelques minutes, il résiste de façon globale. Non, il résiste pendant quelques minutes et il a le droit. Il a le droit de ne pas être d'accord. Il a le droit de ne pas avoir envie quand je lui propose une nouvelle organisation. Il a le droit d'être énervé de quelque chose qui ne fonctionne pas comme il aimerait, qui ne répond pas à ses valeurs. Donc, à combien, si vous pouvez vous poser une question sur cette partie-là, à combien vous donnez le droit à l'autre, finalement, d'être lui-même à plein de moments. Si je donne le droit à l'autre, ça va me permettre d'être plus aligné et de gagner en énergie et de gagner en durabilité. Le propos de cette première slide, et ce sera le cas pour toutes les autres, ça n'est pas d'être efficace en termes de je veux prendre le contrôle sur mes collaborateurs, je veux qu'ils fassent exactement ce que je dis. C'est plutôt de reprendre le contrôle sur notre confort et de s'aligner avec un environnement qui n'est pas toujours celui qu'on imagine, celui qu'on aimerait. La seconde clé, c'est l'identification des appuis et des failles. Plus on va avoir une idée extrêmement claire de notre environnement, qu'il soit humain ou organisationnel, et plus on va être détendu avec ce qui va se passer, ce qui va pas se passer. Nos environnements ne sont pas idéaux, évidemment, mais souvent on se met mal, on se tend en tant que manager ou en tant que dirigeant avec ça ne devrait pas être comme ça, avec un espoir que ce soit différent. En fait, plus on va être une espèce de clairvoyance sur ce qui se passe exactement, les appuis et les failles du système dans lequel je dois manager, je dois diriger, et plus on va durer longtemps. Il y a toujours cette idée-là. Donc, c'est d'identifier les résistances, les forces, les implications, les manques. Mais du coup, comment on fait? Eh ben, on va prendre
un pas ou deux de recul pour évaluer, ce qu'on appelle dans notre jargon une position méta. Prenez une position qui ne soit pas une position impliquée. Prenez une position d'observateur. Il y a vraiment cette idée de si je regarde là où je me trouve avec peut-être un poste de recul, un poste hiérarchique un peu plus haut, peut-être que si je prends la position du président, peut-être si je prends la position de l'actionnaire, peut-être si je prends la position d'un extraterrestre qui viendrait et qui débarquerait et qui regarderait le contexte dans lequel je manage ou je dirige. Voilà, prenons un pas ou deux de recul pour évaluer. Et alors, qu'est-ce qu'on va évaluer? On va évaluer les individus que je mets entre guillemets, puisque évaluer un individu, c'est toujours particulier, l'équipe, la relation et le système. Donc, les questions qu'on peut se poser pour identifier les forces, c'est quels sont les gens qui sont compétents? Quels sont les gens qui sont des alliés? Je rappelle, un allié n'est pas un ami. Un allié, c'est quelqu'un qui va être avec le manager ou avec le dirigeant, mais qui va oser aussi lui dire ça c'est pas bon, là il se passe ça, là tu devrais faire autrement. Donc vraiment la notion d'alliance, c'est aussi des gens avec qui on sent qu'on a des relations authentiques, on sent qu'on a des relations où les gens n'ont pas peur du manager ou du dirigeant et ils peuvent se permettre avec souvent beaucoup d'élégance. Les engagés, ceux qui vont à fond, ceux qui sont vraiment à fond. Parfois, c'est pas les mêmes. Hein. On peut avoir des gens extrêmement compétents qui ne sont pas engagés et des gens un peu moins compétents mais qui sont extrêmement engagés. Donc vraiment de faire le distinguo. Les forces, ça peut être la bonne réputation d'une équipe, la bonne réputation d'un service. Ça, c'est une force. Et souvent, quand je pose la question à des gens que j'accompagne, des directeurs de pôle, des directeurs euh, de, 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 de service, je leur dis, mais quelle est la réputation de votre service, de votre équipe, de ce que vous faites? Et souvent, les gens me disent, mais en fait, j'en sais rien. En fait, je sais pas si on a une réputation. Donc, c'est super important de se poser cette question-là et de savoir si on a une bonne ou une mauvaise réputation. Et si déjà on a une réputation, si on est connu, pas forcément reconnu, mais on est connu pour ce qu'on fait et le rôle qu'on joue dans le système. Et puis les réussites et les fiertés, évidemment. C'est toujours super intéressant d'avoir une liste de qu'est-ce qu'on a réussi à faire, de quoi on peut être fier, parce que ça, c'est vraiment les forces d'une équipe. On va identifier aussi les fragilités, les problématiques de compétences. C'est super important parce que de ça, on peut euh, euh, construire un format de formation, un format d'accompagnement. On peut construire des feedbacks constructifs, vraiment en tant que manager et en tant que dirigeant. Plus je vais être au courant des fragilités d'une personne et encore une fois, moins je vais attendre quelque chose qu'il ne peut pas me donner à ce moment-là. On n'est pas à l'abri qu'il puisse me le donner dès que j'aurai nourri sa compétence. Donc les problématiques de compétences, elles sont hyper intéressantes à observer et à évaluer et sur une échelle de 0 à 10 ou sur voilà, une notation de 0 à 100, à combien la personne est incompétente ou sur quel domaine il y a une incompétence. Et ça peut être vraiment sur un petit élément. Évidemment, dans les fragilités, on a les épuisés, les démotivés et leurs raisons. Il y a toujours cette idée que si j'ai des gens extrêmement fatigués ou extrêmement démotivés, il y a forcément des raisons. Je ne dis pas que le système est pas le bon. Je ne dis pas que le manager a un mauvais management ou qu'il a une mauvaise direction. Mais on a des gens qui sont fatigués de travailler, on a des gens qui sont démotivés à cet endroit-là et ça peut être toujours très intéressant de connaître les raisons exactes. Ça va permettre de baisser le niveau d'interprétation d'un manager qui pourrait se dire soit je n'y suis pour rien, je ne comprends même pas comment ils sont épuisés ou démotivés, soit je suis la cible et tout le monde pense que je fais mal et c'est de ma faute s'ils sont épuisés ou démotivés. Donc dans un cas comme dans l'autre, que ce soit trop de recul ou pas assez de recul, ça n'est pas bon. Donc on va évaluer correctement avec la position méta qui est épuisé, qui est démotivé. Évidemment, nous avons le spectre des risques psychosociaux, des burn-out et des arrêts maladie, parfois en nombre, qui permettent d'avoir une bonne évaluation des fragilités d'une équipe. Regardez aussi le système hein, de façon plus globale, le taux de turnover, l'ambiance, le nombre d'arrêts maladie, les postes vacants. Forcément,
ça va nous donner une identification des appuis et des failles qu'on doit prendre en compte. Et puis les derniers projets ratés, la mauvaise réputation, et puis les fantômes. Alors j'aime beaucoup cette idée de fantômes. En fait, les fantômes, ce sont des personnes qui sont parties de l'entreprise ou des projets qui ne sont plus en cours et qui se sont soit extrêmement bien passés et donc on est en train de comparer avec tous les autres projets et donc tous les autres projets apparaissent comme un peu moins bien, ou alors, à l'inverse, un projet qui a laissé une empreinte forte en termes de négativité. Pareil pour un manager ou un dirigeant qui est passé avant vous et qui a eu votre poste peut-être avant vous et qui a été extrêmement bon dans son management. Bah forcément, il a laissé une empreinte et il y a forcément une comparaison. On ne sait pas faire autrement. Et peut-être que cet excellent manager vous dessert pour mettre en place votre propre management. Les fantômes sont très très intéressants à regarder dans les prises de poste. C'est vraiment une bonne évaluation. C'est qui est-ce qui est passé avant? Est-ce qu'il a fait beaucoup de bien? Est-ce que son management était moins bon finalement que ce qu'on attendait de lui et du coup il a laissé des traces en tous les cas. En tous les cas, les gens se sont sentis pas bien accompagnés, pas bien managés. Certains avaient carrément peur du manager. Et donc c'est intéressant de savoir finalement qui est-ce qui était là avant et quelles sont les traces qui sont encore laissées par un projet ou par un manager précédent. Alors à nouveau, vous pouvez sur cette slide-là évaluer à quel degré finalement vous avez bien identifié les forces, bien identifié les fragilités et vous avez pris en compte le système tel qu'il vous est accordé hein, par l'entreprise dans laquelle vous travaillez. J'aurais peut-être juste une remarque Oui. sur la position d'observateur. La troisième clé, le fameux lever les résistances. En fait, je ne connais pas un seul manager ou un seul dirigeant qui ne me parle pas de ces fameuses résistances. Le nombre d'appels entrants qu'on a, nous qui accompagnons les entreprises, les managers et les dirigeants, où ils nous disent on aimerait qu'ils arrêtent de résister. Mais pourquoi ils résistent? Mais quel est l'intérêt de résister? Donc en fait, oui, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant parce que c'est peut-être dans cette clé-là que les managers et les dirigeants s'épuisent le plus. Donc si on veut vraiment durer dans ces rôles-là, il faut savoir faire avec les résistances. La première idée, c'est accepter qu'il y ait des résistances. Plus vous allez batailler contre les résistances, trouver ça inadmissible, imaginer ou espérer que ça n'arrive pas, que les gens ne résistent pas, de pouvoir finalement prendre pleinement votre rôle uniquement si les gens arrêtent de résister, vous êtes à côté de la plaque en tant que manager, en tant que dirigeant, et vous vous épuisez. Accepter qu'il y ait des résistances, ça fait partie intégrante de l'être humain. L'être humain, il a des valeurs, il a des mécanismes de protection, il a des mécanismes de stress. C'est un être humain qui bouge en permanence et qui est en permanence en train de finalement de veiller à maintenir son niveau de confort. Et dès qu'il y a un changement, on a ce qu'on appelle dans notre jargon l'homéostasie. Hein, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder sur Internet. Il y a vraiment cette idée de tout faire pour rester dans la première position, la position de confort et d'être le moins en changement possible. Donc, dès qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose d'un tout petit peu différent, dès qu'on donne du feedback, d'amélioration, mais dès qu'on met jusqu'à mettre une réorganisation en place, il y a des résistances. Arrêtez de penser qu'il n'y en aura pas. Acceptez qu'il y ait des résistances. C'est le meilleur moyen de ne pas vous épuiser face aux résistances. Plus vous allez accepter qu'il y a des résistances, plus vous allez avoir de l'énergie pour effectivement les traiter. On ne va pas les laisser. Une des premières idées, c'est d'être hyper transparent sur ce qui se passe. En fait, souvent, quand il y a des résistances, le premier réflexe, et alors ça marche dans le management, dans la direction, mais ça marche aussi en formation, en éducation avec les enfants, dans le couple, ça marche dans tout. Soyez transparent avec ce qui se passe. C'est le meilleur moyen
de s'appuyer sur ce qui se passe vraiment et sur la réalité des choses. Donc, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord, quels sont les avantages et les inconvénients. Attention à cet endroit-là de ne pas faire des avantages hyper mirobolants et des inconvénients tout petits, ou inversement, des inconvénients hyper importants et des avantages tout petits pour faire comprendre à l'autre, espèce de manipulation positive du manager et du dirigeant. Ben non, en fait. On va être le plus transparent et le plus à nouveau méta possible d'observer quels sont les avantages, peut-être même des résistances et les inconvénients, quels sont les avantages du changement et peut-être des inconvénients. Donc soyez transparent. Il n'y a rien de tel qu'un être humain qui pense que vous la lui faites à l'envers parce que vous n'êtes pas euh, objectif et vraiment que vous avez une interprétation des accords, des désaccords. Le temps à consacrer, les efforts à fournir. Arrêtez de dire aux gens, mais non, mais ça va bien se passer, vous allez voir, ça va être facile. Non, ça va pas être facile. Je suis une ancienne danseuse classique. Si je peux donner un exemple qui me semble parlant, quand on fait de la danse classique, on va avoir mal, on va souffrir, on va avoir nos muscles qui vont être sollicités, nos articulations qui sont sollicitées comme il n'est pas permis. Si on nous avait dit au début, vous verrez, ça va être super, vous allez être sur scène, ça va être que génial, on n'aurait jamais tenu bon. C'est bien parce qu'on nous dit que c'est extrêmement difficile, que c'est un métier extrêmement difficile, qu'on continue à le faire, parce qu'on a intégré que les efforts à fournir sont inhérents à l'action qu'on doit mener. Dans l'entreprise, on oublie ça. On pense que si on dit aux gens ça va prendre du temps, ça va demander des efforts, il va falloir qu'on s'y mette, on pense que ça va faire fuir tout le monde. Non. Alors évidemment, ceux qui ne veulent absolument pas bosser, et il y en aura toujours un ou deux dans les équipes, bah oui, ils vont se démotiver, ils vont se dire ah bah oui, mais alors si c'est dur, je le fais pas. Ok. Mais ceux qui vont être vraiment dans leur poste, qui vont être engagés, qui sont motivés, qui sont des alliés du management ou du dirigeant, ils vont se dire bah oui, au moins il y a une forme d'honnêteté et de transparence de mon dirigeant. Il me dit qu'on va pas faire ça en 5 minutes et il me dit qu'il va falloir qu'on bosse pendant un laps de temps. Donc du coup, c'est super important d'être authentique et d'être vrai finalement dans ce qu'il y a à faire. Chercher le besoin derrière la résistance. Si quelqu'un résiste, lui, il a vu certainement quelque chose que moi, je n'ai pas vu en tant que manager. Alors évidemment, je peux partir du principe que ce qu'il a vu, c'est faux, l'inconvénient qu'il imagine, ça n'existe pas, que l'avantage qu'il a aujourd'hui, finalement, n'est pas aussi important que ce qu'il pense. Oui, je peux penser à sa place, c'est sûr. Mais c'est certainement pas comme ça que je vais gagner en énergie pour aller lever les résistances. Si je cherche le besoin derrière la résistance, bah du coup, je vais être plus à l'écoute de l'autre à nouveau, je vais renforcer la relation, évidemment, on est toujours avec cette première clé qui est finalement en filigrane sur toutes les autres, mais surtout, je vais peut-être entendre des choses que je ne vois pas vu de ma fenêtre. Je vais écouter, finalement, j'ai encore le souvenir d'une équipe qui me disait, mais on va avoir un inconvénient parce qu'il y a une compétence qui nous manque pour mettre en place le projet. Ok, donc en fait, il faudrait que vous ayez cette compétence pour ne plus résister sur le projet. Et toute l'équipe m'a regardé, s'est regardée, et ils ont fait, bah oui, en fait. Ok, donc en fait, le problème, c'était pas la résistance, le problème, c'était on manque d'une compétence. Et le manager qui m'avait confié cette équipe pour l'accompagner n'avait même pas imaginé qu'il manquait cette compétence. Donc, ils ont fait une formation rapide d'ailleurs, et derrière, ils ont arrêté de résister. Donc vraiment, aller chercher le besoin derrière la résistance. Donc ça peut être la peur d'être rejeté, la peur d'être mise à l'écart d'un projet, le manque de reconnaissance, la projection d'un échec, hein, on va pas y arriver, comme l'exemple que je viens de donner, le décalage avec des valeurs individuelles. Il va falloir que j'écoute les valeurs individuelles et que je sache comment ces personnes pourraient remplir leurs valeurs à l'intérieur du projet ou du changement que je leur demande. Et répondez aux besoins, évidemment. C'est pas le tout d'écouter, c'est aussi de répondre aux besoins. Et puis, et ça, à nouveau, on pourrait avoir une formation là-dessus pendant 2 jours, mais penser à l'envers. J'aime beaucoup l'approche systémique. La formation que je propose dans ces 4 clés à garder, je prends un temps intéressant pour vraiment penser à l'envers. On a des mécanismes. Quand on a une résistance, finalement, on va aller contre la résistance et on va résister à notre tour. Il va falloir penser à l'envers.
Lever les résistances, c'est accepter qu'il y ait des résistances et c'est arrêter de vouloir les lever à tout prix et aller plutôt de répondre aux besoins. Et c'est ça qu'on appelle penser à l'envers. Donc la clé numéro 4 et dernière clé, c'est agir concrètement. Mais c'est pas agir ni sur les autres, c'est pas ne pas déléguer et faire à la place des autres, c'est faire avec la meilleure partie de vous-même. Donc les leviers à activer, régulez votre exigence en fonction des possibilités de chacun. Tout à l'heure, vous avez évalué à la clé numéro 2 qui j'ai, qui est engagé, qui est impliqué, qui est un allié, qui est dans sa compétence, qui n'est pas complètement dans sa compétence. Régulez votre exigence. Le propos de ce webinaire, et ce sera le propos de la formation qui est le fruit de cette réflexion, c'est vraiment de faire de vous des managers durables. Si vous régulez pas vos exigences, vous avez l'impression d'avoir des équipes qui sont mauvaises, d'attendre d'eux des choses qu'ils sont pas capables de leur donner. Donc vraiment, régulez votre exigence. Calmez votre ego de manager, revenez sur les faits. Tout à l'heure, Alexandra nous en parlait. Oui, soyons vraiment avec cette position de recul, d'être vraiment sur les faits et uniquement sur les faits. Donner des objectifs et les différencier du but. Hein, les objectifs, c'est quelque chose de très concret, c'est timé, c'est mesurable, c'est visualisable, c'est dans un contexte à un moment donné. Le but, c'est la finalité. C'est oui, on veut porter l'entreprise, c'est l'intention pratiquement. Nos intentions sont extrêmement importantes pour nous motiver, nous porter et faire en sorte qu'on dure, mais nos objectifs vont nous permettre d'être dans l'action et l'être humain, il a besoin d'être dans l'action. Donc, que ce soit pour vous-même ou pour les gens que vous accompagnez, donner des objectifs et les différencier de l'intention finale et de la finalité sur laquelle on n'a pas toujours 100% de pouvoir faire. Faites confiance. 80% de vos équipes, peut-être 90 pour les plus chanceux, vous pouvez leur faire confiance. Ils ont été recrutés pour leurs compétences, ils savent faire et ils sont autonomes dans leur poste. Mais suivez de près celui qui résiste encore, celui qui n'est pas complètement dans sa compétence et celui qui a un comportement factuel qui n'est pas en cohérence avec l'entreprise. Et ce que j'aime beaucoup dire, c'est que si je fais une espèce de micromanagement sur celui qui est le plus en décalage, mais que je me laisse tous les autres, même si je les valorise, je leur donne du feedback positif, je suis dans des relations fortes avec eux, mais je ne vais plus chercher à vérifier, je leur fais confiance, alors mon énergie va être beaucoup mieux régulée. Je vais pouvoir faire du micromanagement sur quelqu'un qui est vraiment en décalage, et pour tous les autres, la relation va être beaucoup plus soft et mon niveau de stress va être beaucoup plus soft. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Évaluer les risques possibles suite à votre changement de posture. À nouveau, on pourrait revenir sur la clé de la transparence. S'il y a des risques, si je peux surprendre les gens, s'il y a des gens qui vont trouver mon comportement bizarre, si je change ma façon d'agir, si je change ma façon d'être, de ma posture, je peux évaluer ces risques et avec certaines personnes, aller leur dire, je suis en train de remasteriser un peu ma façon de manager. J'ai pris une formation, j'ai regardé un tuto, j'ai discuté avec un pote, j'ai discuté avec un coach, peu importe, voilà. Mais tu vas voir, je vais changer deux, trois trucs. Donc voilà, c'était juste pour te prévenir. S'il y a des risques en face de gens qui vont se dire mais qu'est-ce qui lui prend ou qu'est-ce qui lui prend, voilà, pour quelle raison cette personne fait ça différemment d'avant, allez voir les gens pour leur dire je vais changer un peu deux, trois trucs. Ne faites pas des changements énormes, faire des petits pas, évidemment. Prenez des temps rien qu'à vous, ils vont se débrouiller. On le dit, hein, c'est déjà dit ça, j'enfonce une porte ouverte. Mais combien de managers l'appliquent? Combien de managers à un vendredi à 4 heures disent ouais le dossier est pas fini, eh ben on rentre chez soi, on arrête, de toute façon on n'est plus en capacité de réfléchir et je donne l'exemple. Je rentre chez moi et on verra tout ça lundi ou je rentre chez moi et j'ai une équipe qui a encore l'énergie pour travailler et donc je vais les laisser se débrouiller. Je me dois en tant que manager, en tant que dirigeant, de prendre des temps pour soi, pour veiller sur ma santé mentale et émotionnelle, au-delà de la santé physique et d'aller faire un peu de sport. Ma santé mentale et émotionnelle, il n'y a pas une autre façon que de prendre des temps rien qu'à soi. Et dedans, vous allez faire ce que vous avez envie de faire, c'est répondre à vos besoins.
vraiment primaires, des besoins psychologiques. Donc, n'attendez pas d'être au bout de votre vie pour prendre des temps rien qu'à vous. Je vous assure, ils vont se débrouiller. Et puis, évidemment, faites appel à des experts externes, à des prestataires externes, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un deuxième cerveau pour une seule problématique. Et donc, vous pourrez évidemment faire appel à des gens qui sont compétents dans ce domaine. Après avoir répondu à vos questions hors enregistrement, donc je vous présente mes propositions auprès des dirigeants et des managers. En fait, il y a trois options. Soit on se prend un rendez-vous pour identifier vos besoins et donc il y a mon Calendly que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, Isabelle Le Guerlier sur LinkedIn, vous avez sur ma chaîne YouTube, vous avez sur le, le site internet, enfin vraiment, vous me retrouverez, vous tapez Isabelle Le Guerlier, vous êtes sûr de me retrouver et trouver à un moment donné ce lien pour prendre un rendez-vous de 15 minutes avec moi et vraiment de discuter de ce qui pourrait vous être proposé. Évidemment, c'est un échange gratuit et sans aucune obligation derrière. Vous pouvez participer, il y a une formation des 4 clés du manager durable. C'est une formation qui aujourd'hui fait entre 3 et 4 jours. Ça va dépendre de la taille du groupe. On peut le faire en intra ou on peut le faire à l'extérieur. Et donc, vous retrouverez sur notre catalogue Cap Résilience Catalogue toutes les informations sur cette formation hein, qui est dans notre catalogue. Et puis, vous pouvez aussi bénéficier d'un coaching pour travailler ces clés parce que vous avez l'impression que certaines de ces clés ne sont pas bien mises pour vous, que dans votre posture, il y a des choses que vous pourriez améliorer, que dans la relation que vous avez avec vos collaborateurs ou dans le fait de savoir prendre du recul, de savoir bien évaluer. Vous avez besoin de quelques séances de coaching et ça peut complètement être travaillé avec un coach. Et évidemment, vous avez à nouveau un premier échange que je vous propose de 15 minutes pour regarder ensemble de quoi vous auriez besoin. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Vous me retrouvez évidemment sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez m'envoyer un mail ou me laisser un message si je ne réponds pas tout de suite à vos appels quand je suis avec les gens. À bientôt.